Très bien, bonjour à tous. Alors d'abord, je voudrais m'excuser parce que je serai obligé de partir dans pas très longtemps. Alors, ce que Gilbert m'a demandé de faire, c'est pas de vous parler de l'Université numérique de la montagne, parce que j'en suis bien incapable, bien que évidemment ce projet m'intéresse, mais c'est pas moi qui suis légitime pour parler de ça. Simplement, il m'a demandé évidemment de dire qu'on était des partenaires actifs, ou en tout cas très motivés pour l'être dans ce projet, ce que je fais bien volontiers. Je voudrais juste revenir un petit peu en arrière et vous expliquer pourquoi aujourd'hui ce type de projet, ou le numérique en général, est au cœur de notre stratégie. Alors Gilbert a suggéré qu'on puisse être très en retard, ce qui est peut-être pas complètement faux, mais en fait, oui, en retard, c'est bien possible. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, une des questions qui est posée aux universités en général et aux universités françaises en particulier, c'est ce qu'on pourrait appeler leur attractivité ou leur compétitivité, même si ce mot-là, en général, fait un tout petit peu peur, mais pourtant, il est bien réel. Et c'est vrai que quand on regarde ce que c'est l'attractivité d'une université, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle pourrait être dans 10, 15 ou 20 ans, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment l'environnement scientifique, la qualité de ses enseignants et ses enseignants-chercheurs, évidemment. L'environnement naturel aussi, hein. Quand on reçoit une délégation, on l'a fait encore hier, on a reçu l'ambassadeur d'Australie et du Japon. La première chose qu'ils nous disent, c'est que franchement, les montagnes sont belles et que sûrement, ça doit être un élément d'attractivité, ce qui est incontestable. Mais aujourd'hui, en fait, dans les éléments d'attractivité, c'est sûr qu'une des questions, un des défis qui nous est posé, c'est de repenser de fond en comble notre pédagogie. Parce que finalement, aujourd'hui, on continue en partie à enseigner comme si le monde n'avait pas changé, notamment sous la forme que vous connaissez et que nous connaissons tous, des usages numériques. Et on peut imaginer qu'on n'est qu'au début de cette transformation. Alors, comment est-ce que l'université essaye de répondre à ça ? Elle le fait avec difficulté, en fait. Parce que finalement, la quasi-totalité de son enseignement reste extrêmement classique, sous la forme d'un enseignement par cours magistraux, par TD. Et au fond, bien que Grenoble ait des atouts de ce point de vue, on a fait beaucoup de choses, mais on peut dire que d'une certaine façon, il reste un grand nombre d'obstacles. Alors, un des problèmes qui ne sera pas résolu par l'Université numérique de la montagne, mais ça y contribue malgré tout, c'est qu'il reste une très grande diversité des enseignements, et on peut dire même que sur un même enseignement, on peut avoir plusieurs cours différents qui sont en fait extrêmement connectés à qui le fait, qui l'a produit. Et évidemment, parce qu'il l'a produit, ce cours est absolument merveilleux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille uniformiser tout, mais je suis juste en train de dire qu'on peut, dans le cadre de cette transformation pédagogique, se poser la question de la relation de l'enseignant avec son enseignement. Et au fond, dans beaucoup de processus de transformation pédagogique par le numérique, l'enseignant peut se décaler un peu de son rôle et éventuellement devenir ce qu'on appelle un tuteur. Et Gilbert y a fait allusion, puisque c'est un des éléments clés. Ce qui veut dire qu'il n'est pas forcément porteur d'un cours qu'il a conçu de H que Z, mais qu'il puisse y contribuer, bien entendu, mais qu'il peut aussi être le porteur d'un cours qui a été conçu par d'autres. Et si vous y réfléchissez, en termes de stratégie, mais aussi en termes peut-être de modèle économique, il n'y a pas vraiment d'autre façon de faire que d'accepter cette transformation-là. Pas tout à fait sûr que ça soit complètement mûr pour les enseignants français, pas plus peut-être que pour les autres, mais c'est un défi qui est très très important. D'ailleurs, c'est connecté à la question des ressources, parce qu'en fait, Gilbert, à juste titre, fait la publicité des universités numériques thématiques. Il oublie juste une petite chose, c'est que beaucoup de ces ressources, même si elles sont libres de droit, sont peu utilisées par les universités. Pourquoi elles le sont peu ? Parce qu'en fait, elles ne sont pas vraiment complètement inscrites dans les cursus qualifiants des universités. Alors je crois que ceci peut changer, et je voudrais juste illustrer le fait que l'État dit, et peut-être il l'a, qu'il a une stratégie. Alors, je ne parle pas évidemment du PIA 3, pas du tout, je parle qu'on ne connaît pas d'ailleurs, mais je parle plutôt des initiatives que l'État a prises dans les 3-4 dernières années, parfois de façon un petit peu maladroite, en pensant de façon très jacobine qu'il pouvait finalement, à travers une initiative comme France Université Numérique, piloter l'ensemble des acteurs, y compris privés au départ, ce qui est évidemment pas du tout ce qui se passe. Aujourd'hui, je pense qu'on est retombé sur un projet qui est beaucoup plus modeste,
Mais en tout cas, il y a une volonté, et je pense qu'on peut acter ça, de participer à cette transformation pédagogique. Alors, qu'est-ce qui reste à faire du point de vue de l'État? Puis après, je viendrai sur un exemple concret grenoblois qui est connecté à l'Université numérique de la Montagne, ou qui pourrait l'être en tout cas. Qu'est-ce qui reste à faire? La première chose qui reste à faire, qui est une chose extrêmement simple, c'est repenser en fait la façon dont on sélectionne, promeut, évalue les enseignants-chercheurs. Tant qu'effectivement on continuera à le faire sur la base stricte de la recherche, ce qui est quand même encore beaucoup le cas, on aura un vrai problème parce qu'on ne trouvera pas de facilité pour les enseignants-chercheurs de se mobiliser pour ce type de projet, de se mobiliser pour l'enseignement numérique. Parce que tout simplement, ce ne sont pas des éléments de reconnaissance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, probablement, c'est un peu plus de flexibilité. Parce que aujourd'hui, effectivement, il y a une multitude de ressources, notamment dans les UNT, mais aussi en dehors. Et ces ressources, en fait, elles sont, comment dire, il faut accepter que ce qui est riche en fait dans ces ressources, bon, d'abord elles existent effectivement, mais c'est aussi qu'il y a une communauté de gens qui travaillent autour de ça. Et je le sais bien pour ce qui me concerne, parce que, bien que je fasse évidemment rien, comme tous les présidents font strictement rien, mais ça occupe quand même, oui. Mais présider l'université numérique francophone des sciences de la santé et du sport m'a donné l'occasion, depuis maintenant plusieurs années, ça fait pratiquement 4 ans, de rencontrer des gens qui ont une vraie créativité et une vraie inventivité autour des métiers donc de la santé et du sport, et qui produisent des contenus numériques. Et donc je pense qu'au lieu de vouloir formater à tout prix, en disant par exemple, à un moment donné, ce qui est à mon avis une erreur colossale, qu'il faut faire des MOOC et qu'il n'y a que les MOOC qui existent. Bon, bien sûr que les MOOC sont importants, mais on voit bien que ce n'est pas les MOOC qui vont transformer la pédagogie. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que quand vous regardez ce que font les universités américaines, ce n'est pas ça qu'elles font. Les MOOC sont des produits d'appel, c'est des éléments visibles, mais ce n'est pas ça qui peut transformer la pédagogie. Donc la deuxième chose, je pense, c'est un peu de flexibilité dans le pilotage. Et puis la troisième chose, c'est qu'on peut imaginer que des financements, et j'espère qu'il y en aura évidemment dans le PIA3, des financements de niveau suffisant nous permettent d'avancer dans cette transformation. Alors juste, pour finir, un petit exemple de quelque chose qui n'est pas exclusivement numérique, mais je ne suis pas sûr qu'il faille... je pense qu'il faut être hybride aussi de ce point de vue-là. Je vais vous donner un exemple de quelque chose dont on est très fiers, alors j'espère que vous le serez aussi, mais qui est l'accueil des sportifs de haut niveau à l'Université Grenoble-Alpes. Alors évidemment, là aussi, l'environnement est propice, en tout cas pour les sports d'hiver. Mais l'université que je présidais, l'université Joseph Fourier, qui a donc fusionné avec les 2 autres universités grenobloises et qui est maintenant l'université Grenoble-Alpes, a développé un partenariat assez innovant avec la Fédération française de ski. Et ce partenariat, bon alors pas seulement la FFS d'ailleurs, mais la DRDJSCS, donc la Direction régionale de la jeunesse sport et de la cohésion sociale, et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes, et ce dispositif s'appelle Intervalle. Donc l'idée est très très simple, elle est facile à comprendre, et probablement certains d'entre vous connaissent ça. On parle là de sportifs de haut niveau qui n'ont aucune possibilité de faire leur scolarité de façon normale, donc ils ont une scolarité asynchrone. Alors en présentiel, effectivement, avec un 3e semestre spécifique au printemps, mais aussi à distance, avec de la visio, de la webconférence, des screencasts, audio-vidéo et des supports spécifiques, et aussi personnalisés. J'insiste un tout petit peu là-dessus. Il y a aussi une autre erreur que font souvent, alors pas vous qui êtes certainement très bien informés, mais que font quand même souvent les gens, y compris parfois au ministère, c'est que le numérique pourrait réduire la relation présentielle. Je peux vous dire que c'est exactement l'inverse, et qu'en fait, si je prends un exemple que je connais aussi très bien, qui est la numérisation des études de santé, notamment de la première année des études de santé, quoi qu'on en pense par ailleurs, ça reste un abattage assez déplorable, mais en tout cas à Grenoble, on a essayé depuis maintenant 10 ans pratiquement d'en faire quelque chose qui soit plus intelligent, et du coup la numérisation a été faite, donc il y a aujourd'hui plus de cours au sens classique en présentiel. Eh bien, peut-être c'est important de dire que la relation avec les enseignants, avec les tuteurs, donc il y a des étudiants tuteurs, avec les enseignants eux-mêmes, a été augmentée. C'est-à-dire qu'il y a plus de contacts présentiels aujourd'hui. Donc tout ça pour dire, et pour revenir à mon
mon expérience, ce qui va se passer, ce qui se passe déjà et ce qui va se passer dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Alors, il y a toute une série de choses sur lesquelles je ne veux pas insister, de mise à disposition d'installations sportives, de salles de musculation. Il y a un accompagnement médical. Et puis, il y a aussi un accompagnement social. Mais la raison pour laquelle on a voulu promouvoir cette initiative, qui fait qu'aujourd'hui, il y a 450 étudiants sportifs de haut niveau à l'Université Grenoble-Alpes, dont 65 sont dans ce dispositif que je viens d'évoquer, c'est que c'est un exemple typique de publics empêchés qui font le rayonnement aussi de l'université. Et je dois dire que là aussi, on n'est pas très bon, parce que n'importe quelle université américaine en ferait des tonnes autour de ça, en expliquant que c'est bien merveilleux d'accueillir autant de sportifs de haut niveau. Je ne sais plus combien il y a de titres mondiaux ou olympiques dans les 4 dernières années, mais c'est plusieurs dizaines. Donc, typiquement, le numérique est une opportunité extraordinaire pour permettre de développer ce type de dispositif. À mon avis, on n'est pas très loin de l'Université numérique de la Montagne et qu'on peut être tout à fait convergent. Et c'est la raison pour laquelle Gilbert, qui est extrêmement convaincant, comme vous le savez tous. Oui, je te le dis à chaque fois, mais j'ai dû être marqué par ça probablement. Eh bien, peut compter sur le soutien de l'Université Grenoble-Alpes et de la communauté des universités grenobloises.